Salut à tous! Bienvenue sur notre dernier live qui sera le plus ambitieux de tous ceux qu'on a fait. Au menu, il y aura 6 reportages. 6 Et reportages. ouais, Nassim, on a bossé. En plus, il y aura un invité, des quiz et de la bonne humeur. Accrochez-vous car ce live enverra du lourd. Préparez-vous à lâcher votre meilleur com. Trévis, t'es prêt à les relayer? Oui, je suis prêt à lire et à vous répondre directement sur le chat, alors lâchez tous vos commentaires. Et nous, on y répondra avec plaisir. Ne tardons plus, Nassim. Lancement du générique. C'est parti! Aujourd'hui, c'est le début de l'Euro de football, donc notre premier sujet est en plein dans l'actualité. Nous accueillons Hugo en plateau, qui va nous parler du racisme dans le foot. Salut, nous voyons de plus en plus d'actes et de paroles racistes dans les stades de foot. Peinés par la situation, mes camarades et moi avons voulu en parler. Nous avons eu la chance d'aller voir le centre de formation du VAFC. Nous avons posé des questions au CPE du lycée privé, un jeune espoir et même à un ancien joueur professionnel. Tous les trois sont d'accord pour dire qu'ils ont été témoins de racisme. Voilà. Là, Oh, c'est chaud là. La police intervient. Desculpa, que eu só queria jogar futebol, só quero. Suite à ces images choquantes, nous nous sommes interrogés sur le sujet et nous sommes partis au centre de formation du VAFC. Est-ce que vous avez déjà été sensibilisé à ce problème? Sensibilise les instances du football et les arbitres, parce que les arbitres, ils ont un rôle primordial à jouer dans la sensibilisation de tout le monde en réalité. Et puis les supporters qui viennent voir les matchs, je pense qu'en réalité, c'est la minorité qui l'emporte sur la majorité, mais c'est souvent cette minorité qui se fait entendre et qui sont les raisons pour lesquelles certains joueurs ont voulu quitter le terrain. Le conseil que je pourrais donner à des jeunes qui subissent ce racisme, c'est déjà de pas réagir à chaud. Ça, c'est important de ne pas réagir à chaud parce que d'une situation où t'as raison, tu finis par avoir tort parce que tu auras peut-être répondu de la plus mauvaise des façons, c'est-à-dire en utilisant la violence. Et parce qu'en réalité, le racisme, c'est de la violence, c'est de la violence verbale. Ça te ramène à un ancien temps qu'on a tous envie d'oublier. Et d'ailleurs, le racisme, il n'est pas que envers les Noirs, il est envers aussi la communauté maghrébine. Avez-vous mis en place des séances de prévention contre le racisme? Oui, on a organisé un ciné-débat sur le thème du racisme avec tous nos joueurs ici du centre de formation. On leur a diffusé un documentaire qui s'appelle Je ne suis pas un singe, qui a été produit par Olivier Dacour, ancien joueur de football professionnel, et qui retrace un petit peu à travers des témoignages de joueurs, tous des événements liés au racisme, à savoir comment ça s'est passé, quelle a été la réaction des joueurs. Et lors de ce documentaire, on a vu aussi un joueur de Valenciennes, Abdeslam Ouadou, qui il y a un début des années 2010 a été victime de propos racistes lors d'un match contre Metz, où à la fin du match, il est monté en tribune, a un petit peu attrapé la personne en question qui a été victime, qui a tenu des propos racistes. Donc ça a été l'un des premiers des années 2010 à avoir mis en avant le racisme dans le football. Est-ce que vous avez déjà été sensibilisé à ce problème? Oui, cette saison, il y a quelqu'un qui est venu au centre pour nous parler notamment des discriminations en général, pas forcément le racisme, mais des discriminations en général, l'homophobie, etc. Et ouais, je trouvais que c'était intéressant. Cette saison, on l'a vu, toute l'équipe était là. Et on a parlé notamment de la Corse, de Borgo et Bastia où on était allé. Et ouais, c'était intéressant. Avez-vous déjà vu du racisme envers des joueurs ou du club ou du centre de formation? Oui, cette saison, lors d'un match à Bastia, c'était du racisme lié pas forcément à la couleur de peau d'un homme noir, mais plus à l'inverse d'un homme blanc,
Faut savoir que la Corse, un peu, a une identité propre à elle. Et le fait d'avoir des joueurs de la métropole, pour eux, c'est du racisme. Donc du coup, nos joueurs ont été traités de sales français. Merci à Hugo et son équipe pour ce reportage bien conçu. C'est vrai que c'est important de parler du racisme, qui est une discrimination encore trop présente dans le milieu du sport, mais pas seulement malheureusement. D'autres jeunes subissent un manque de tolérance au quotidien. Alors nous avons voulu évoquer une autre discrimination trop répandue aussi, Je crois malheureusement savoir de quoi tu parles. de l'homophobie. Madison en parlera mieux que nous. Salut à tous. Mon équipe et moi, nous nous sommes déplacés au local d'une association qui s'appelle Le Fil. On a discuté de la difficulté à accepter son homosexualité, un sentiment ressenti par certains jeunes. On va écouter Richard Meunier, le fondateur de cette association, qui aide de nombreux jeunes à se sentir mieux dans leur peau et aussi au sein de leur famille. L'homophobie, on la rencontre partout, que ce soit dans le travail, que ce soit pour un logement, que ce soit vis-à-vis d'élus. Elle est présente dans toute la société et tout le temps. Nous nous sommes rendus à l'association Le Fil à Maubeuge où nous avons rencontré Richard Meunier, qui tente d'aider les jeunes victimes d'homophobie dans sa région. Nous lui avons posé quelques questions afin de savoir comment lutter contre l'homophobie et comment aider les jeunes qui en sont victimes. Donc je m'appelle Richard Meunier, je suis chargé de mission au sein de l'association Le Fil. Depuis quand existe-t-elle ? Depuis 2013. Mais au début, ça a été compliqué puisqu'on n'avait pas les fonds nécessaires pour engager des actions. Donc il a fallu attendre que les municipalités nous donnent des subventions pour pouvoir être effectifs. Dans quel but aviez-vous ouvert cette association ? Dans un but de protéger les jeunes, puisque nous étions tous les deux élus, mon copain et moi, et on avait reçu lors d'une permanence 2 jeunes qui étaient au lycée de Maubeuge. L'un se scarifiait et l'autre était obligé de se sauver de chez lui parce que son beau-père le frappait. Et donc à ce moment-là, on s'est dit on ne peut plus laisser faire ça et il faut absolument créer quelque chose. La seule structure qui était envisageable, c'était une association de loi 1901 et c'est à cause de ça qu'on a créé cette association. Quelles que soient les violences qui sont faites à l'enfant, le seul objectif pour cet enfant, c'est de retourner vers ses parents. Donc il nous paraissait important de pouvoir garder un lien entre le jeune et ses parents, même si les parents sont homophobes. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'appelle Le Fil. En fait, le fil, c'est un trait d'union entre les enfants maltraités et les parents maltraitants. Voilà. Donc on essaie de trouver un terrain d'entente. Parfois c'est faisable, parfois ça n'est pas faisable. Et quand ça ne l'est pas, à ce moment-là, effectivement, il faut trouver d'autres solutions. Donc sur le terrain ici, on a quand même pas mal de foyers. Mais ce n'est pas la solution parce qu'un foyer, c'est quand même très violent. Donc on essaie de trouver une solution avec les parents. Avez-vous déjà reçu des critiques homophobes ? J'allais dire tout le temps, très souvent, de façon ordinaire, c'est-à-dire que ça peut être très, très discret et aller jusque l'insulte, les violences physiques. Toute la gamme est présente dans l'homophobie. L'homophobie est une discrimination qui la distingue des autres par sa violence. C'est quelque chose de très violent. Il y a 4 ans, on est allé voir au commissariat de police de Maubeuge pour savoir si des plaintes pour homophobie avaient été déposées. Et le commissaire de cette époque était tout fier de nous dire non, qu'il n'en avait aucune. En fait, le problème qui se pose, c'est que généralement, la police, enfin dans certains commissariats, certains agents de police ne prennent pas les plaintes pour homophobie. Alors ils ne veulent pas prendre les plaintes, ils préfèrent nous dire qu'on va faire une main courante, ce qui n'a aucune existence juridique, ou alors pire, qui classe l'affaire sans l'envoyer au tribunal. Donc comme ça ne remonte pas au tribunal, forcément il ne peut pas y avoir de plainte enregistrée. S'il y avait un message à donner, quel serait ce message ? Le message il est simple, c'est que l'homosexualité n'est pas un choix. On ne choisit pas d'être homosexuel, tout comme on ne choisit pas d'être hétérosexuel. On ne se lève pas un matin en mettant le pied par terre et en disant « Oh, aujourd'hui je veux être homosexuel » ou « Aujourd'hui je veux être hétérosexuel ». Ça n'est pas un choix. Je suis émue quand on parle de ce sujet, car je suis triste de savoir que beaucoup de jeunes se sentent seuls. Moi aussi, et je suis sûr que la personne qu'on accueille aujourd'hui sur notre plateau sera également concernée par cette thématique. Bienvenue Ismaïl, merci d'être avec nous. Merci de m'accueillir. Ismaïl, vous êtes libraire, mais pas de n'importe quelle librairie.
Avec votre épouse Capucine, vous avez ouvert une librairie en mai 2022 à Roubaix que vous avez appelée Combo. Tu sais tout. C'est exactement ça. Du coup, c'est parti pour l'interview avec Nathan. Bonjour Ismaïl, Bonjour. prêt pour mes questions? Je suis prêt, vas-y, je t'écoute. Pourquoi avez-vous appelé votre librairie Combo? C'est une référence aux jeux vidéo et aux jeux de société. Combo, ça veut dire faire d'une pierre deux coups. Quand tu fais un combo dans Street Fighter, c'est-à-dire que en même temps, tu as mis un coup de tête et un coup de genou, ce qui n'est pas possible, mais dans le jeu vidéo aussi. Et comme nous, dans notre librairie, on a à la fois du jeu de société, des cookies, du chocolat chaud, des mangas, des comics, de la littérature jeunesse. Quand tu viens à Combo, tu peux faire un combo. Donc on s'est dit qu'on voulait faire ça et on voulait éviter les jeux de mots sur les bulles qui sont très courants quand on ouvre une librairie de bande dessinée. On s'est dit on va faire autre chose, donc on est parti là-dessus. C'est une idée de Capucine. On peut manger dans votre librairie? Parce que nous, au CDI, c'est interdit. Lance une pétition. Hein, je passe un message au collège. Oui, nous dans la librairie, on peut manger. On a un salon de thé ludique, c'est-à-dire que tu peux jouer aux jeux de société et puis en même temps déguster un cookies. On a des cookies, des cheesecakes, enfin plein de choses plutôt très sympas. Et donc c'est pour ça, salon de thé ludique. Ouais. Donc en effet, tu peux faire ça. On a de la chance. Cela n'est pas difficile d'être libraire aujourd'hui alors que beaucoup de gens achètent leurs livres sur Internet. Alors, je dis pas que c'est facile d'être libraire parce que c'est un métier qui est pas facile au quotidien, mais c'est un métier passion. Et le fait qu'on est, parce qu'on parle d'Amazon, qu'on est Amazon en concurrence, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Donc du coup, il faut faire avec. Et tous les libraires que je connais, on sait que c'est un concurrent, mais nous, en tant que libraire indépendant, on propose des choses que les gens qui sont les sites qu'on appelle pure players, c'est-à-dire des sites qui font que sur Internet, peuvent pas apporter. Et donc on se base là-dessus, on se différencie et on apporte par exemple du conseil client que tu n'auras pas forcément sur Internet. Vous avez eu le prix spécial de libraire 2022. Félicitations. Merci. Est-ce que cela vous amène plus de clients? J'ai compté à peu près 3 millions de personnes en plus sont venues à cause du prix. Non, plus sérieusement, non. Ça a ramené de la notoriété par rapport aux institutionnels, donc les CDI, les mairies. Et ça, c'est important parce que ça donne de la visibilité. Ça m'a permis d'aller au RNL, c'est les rencontres nationales de la librairie, qui ont lieu tous les 2 ans. D'ailleurs, c'est ce week-end. Donc, de rencontrer plein de confrères, hyper cool. Donc, c'est plus de la notoriété. Un peu de presse, donc ça fait plaisir à mon père et à ma mère. On est passé sur France 3 par exemple, on était hyper contents. Et là je passe ici, je pense que c'est incroyable. Mais en termes de clientèle, non, parce que les gens ils passent dans la rue, ils voient l'aventure, ils viennent chercher une bande dessinée, ils viennent chercher un livre. Donc c'est plus ça qui nous ramène du monde. Mais c'est toujours plaisant et on est extrêmement fiers de l'avoir eu. Votre livre préféré? Alors, je change d'avis en fonction de l'heure où vous allez me poser cette question. Si, je sais pas vous, si je te demande ton livre ou ton jeu vidéo préféré, des fois tu peux changer d'avis. Un libraire, c'est encore pire, parce que je fais que lire. Donc, tout le temps, je me dis, ah, mais ça, c'est mon livre préféré. Si je devais en choisir un ce matin, ce serait le livre de. Ce serait Calvin et Hobbes. Tu vois, j'hésite encore même jusqu'à la dernière minute. Calvin et Hobbes, c'est une série de bandes dessinées en strips, donc c'est des courtes histoires humoristiques. C'est l'histoire d'un petit garçon qui est avec son doudou, qui est un tigre. Et quand les adultes sont plus là, on le voit s'animer parce qu'en fait, c'est dans son imagination. Et j'aime beaucoup cette bande dessinée parce qu'elle est très intelligente, elle est extrêmement marrante. Il y a plusieurs niveaux de lecture. Moi, je l'ai lu, j'étais gamin. Et je voyais un petit garçon avec son doudou qui fait des bêtises. Et quand je l'ai lu ado, j'y voyais plein de choses assez profondes. C'est de la il y a des blagues, mais c'est philosophique. Il y a des thèmes dont vous allez parler dans vos reportages sur l'acceptation de la différence, etc., qui sont pris dedans. À un moment, il y a toute une phase où il se fait régulièrement harceler par un garçon dans son école et on arrive à en rire parce qu'il est très malin, mais du coup, ça parle de sujets très profonds. Donc ça, j'aime bien. J'aime bien quand il y a une bande dessinée qui a plusieurs niveaux. C'est marrant et en même temps, c'est profond. Et Calvin et Hobbes, et en plus, les dessins sont magnifiques. Tu connais? Non. T'as jamais entendu? Toi, tu connais? Non. Toi non plus? Bah, je vous invite, dès qu'on sort, vous regardez ça. Vous venez à Combo, je vous prête le livre. Franchement, ça vaut le coup. C'est une très très bonne BD. Dernière question. Aurez-vous des conseils à donner à des jeunes qui ont du mal à lire? Une personne qui aime pas lire. Alors toi, c'est ton cas. Tu lis pas? Je lis. Tu lis? Ok. Mais si quand le moteur principal pour moi, c'est de trouver quelque chose qui t'intéresse.
Si tu trouves quelque chose qui t'intéresse, après, il peut y avoir aussi un autre frein. Des fois, on a peur de la taille du bouquin. Mais si le sujet t'intéresse, tu feras l'effort et tu trouveras des livres. Et c'est tellement vaste qu'il faut se retirer de la tête en disant ah, je lis pas, c'est faux. Quand vous êtes sur votre téléphone, on lit, on regarde, tu es sur les réseaux, tu lis aussi également. Il faut juste trouver un truc qui t'intéresse. Et souvent, c'est ce que je dirais aux gens qui lisent pas trop en disant bah attends, on n'a pas assez cherché, on va en médiathèque, tu viens au CDI. Tu dis voilà, je m'intéresse au foot, je m'intéresse au rap, je m'intéresse à l'équitation, j'en sais rien, ce que tu veux. Et on va chercher des bouquins là-dessus. Et en général, en cherchant un peu, on trouve. Et une fois que tu as tiré un fil, la littérature, c'est ça. Tu vas découvrir un auteur qui va t'en faire découvrir un autre, qui va t'en faire un. Et après, tu t'arrêtes plus, entre guillemets. Donc, c'est très cool. Voilà ce que je pensais. Merci pour cette interview. Merci à toi. Et pour ceux qui ne s'intéressent pas aux livres, même quand c'est Ismaël qui en parle et qui préfère les réseaux sociaux, on enchaîne tout de suite avec notre prochain reportage. Mathis, tu as rencontré une influenceuse et un youtubeur. Oui, je vais vous parler du métier d'influenceur. Pourquoi y a-t-il de plus en plus d'influenceurs? Qu'est-ce qui les intéresse autant? On a eu de la chance de discuter avec une influenceuse assez connue, 1,6 million d'abonnés, ce n'est pas rien. Sur TikTok, elle se fait appeler Bluefish de Dunkerque. Et Kevin, un youtubeur de Valenciennes, spécialisé dans les jeux vidéo et qui se fait appeler Bibi300. Alors j'ai commencé en 2020, donc pendant le confinement, tout simplement parce que comme tout le monde, je me faisais et j'ai découvert justement TikTok par rapport à un élève qui m'en avait parlé justement quand je faisais mon service civique au CDI. Et il me parlait de TikTok, moi je connaissais pas, moi c'était Instagram, Facebook, un peu, voilà quoi. Et donc je l'ai installé par curiosité, puis j'ai vraiment lancé des vidéos comme ça pendant le confinement. Comptez-vous rester sur les réseaux sociaux toute votre vie? Non, pas forcément, non. Déjà, profiter on va dire, cette situation pour pouvoir, par exemple là, j'ai le projet d'écrire un livre, par exemple, un livre de recettes pour les enfants, pour les jeunes enfants. Et puis aussi pouvoir me former aussi à côté dans l'enfance. Êtes-vous fier du nombre de vos abonnés? Oui, c'est une petite fierté. C'est comme un grand groupe de copains-copines en fait. je prends ça comme ça. 1,6 million de copains-copines. Comment expliquez-vous l'intérêt des jeunes pour TikTok? Je dirais que ça change un peu des autres réseaux. Instagram, Facebook, c'est des images, des posts, alors que TikTok, c'est plus des vidéos courtes, donc attrayantes. On a juste à swiper pour changer de vidéo. L'algorithme fait aussi en sorte qu'on retombe sur des vidéos qui nous correspondent, qui correspondent à ce qu'on aime. Donc je pense que c'est ce qui fait l'intérêt de TikTok. Bonjour Kevin, pouvez-vous vous présenter et nous présenter votre contenu? Bonjour, je m'appelle Bibi300, donc je fais des vidéos sur internet depuis maintenant près de 18 ans. Principalement sur YouTube, donc ça sera autour du jeu vidéo, donc c'est du test en fait de jeux vidéo tout simplement. Je vais présenter un jeu que je vais recevoir, que je vais tester, et dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Vivez-vous de cela ou avez-vous une autre activité? J'ai voulu en vivre il y a, on va dire 8 ans à peu près. J'avais lancé justement mon entreprise et puis j'avais tenté pour voir un petit peu ce que ça donne. Bon, le problème c'est que c'est hyper difficile. Pourquoi? Parce que c'est à partir du moment où on fait par exemple une vidéo qui va faire 5 000, 10 000, 15 000 vues, une vidéo YouTube comme ça rapporte 10 €, 15 €. C'est pas suffisant. Ou bien sinon, il faut faire 35 000 vidéos sur le mois. Donc c'est-à-dire de la charge de travail, c'est énormément de boulot derrière. Donc là non, clairement, au bout d'un an ou deux, je me suis dit, terminé, je vais en faire mon activité secondaire. Êtes-vous fier de votre nombre d'abonnés? Oui, très très fier. Fier aussi que mes parents voient le parcours que j'ai eu grâce à cela. Puisqu'on se rapproche, maintenant la chaîne se rapproche des 100 000 abonnés, donc c'est bien. Pourquoi les jeunes sont intéressés par les réseaux sociaux et YouTube? Parce que ça a toujours été dans l'air du temps. C'est logique, nous on était déjà habitués à ça, à regarder aussi des vidéos, c'est venu petit à petit, mais bon, c'est normal, on apprend plein de choses aussi, et on se divertit aussi également, on voit des gens qu'on a envie de suivre et qui nous divertit aussi. Et dernière question,
Quel conseil donnerez-vous à quelqu'un qui veut se lancer sur YouTube? Le meilleur conseil, c'est de se faire plaisir, d'y aller, mais en étant conscient qu'il n'y aura peut-être pas forcément de réussite derrière, que c'est peut-être pas forcément en claquant des doigts qu'on va se retrouver avec le nouveau Squeezie, le nouvel Inoxtag ou autre. C'est se dire, je veux me lancer, je vais tenter, et puis se laisser aller, présenter ce qu'on a envie de présenter, mais de se protéger aussi derrière, c'est-à-dire de continuer à faire ses études, d'avoir un travail derrière, et ça doit venir en complément. C'est vrai que les réseaux sociaux sont une vraie mine et qu'on y passe beaucoup de temps. Ismaël, tu t'en sers beaucoup pour la librairie? Oui, c'est un élément important dans la communication et pour le lien avec les personnes qui nous suivent. Et donc nous, on s'en sert beaucoup pour annoncer tous nos événements, parce qu'on fait beaucoup d'événements à la librairie régulièrement. Toutes les semaines, il y a des événements. Demain, on en a un, la semaine prochaine, on en a deux. Donc on a besoin de communiquer là-dessus. Et ça permet de garder le lien, parce que du coup, on a des retours. Donc du coup, ouais, pour nous, c'est très important. Et le temps passe bien vite avec vous tous. Quelle heure est-il d'ailleurs, Rachel? Je veux vous dire qu'il est l'heure de répondre aux commentaires. Tu as visé juste Trévis, ça bouge pas mal dans le chat? Alors oui, on a Sylvie Langevin qui nous dit bonjour à tous, thème très intéressant. Bah, merci, ça fait plaisir. C'est vrai que on y a mis beaucoup de cœur pour ces reportages. On a aussi Alexandre Milan qui nous dit super les présentateurs. Merci. Merci, ça fait plaisir. C'est vrai, super, le présentateur. On a même une professeure du collège qui dit on vous suit avec les 3e Lewis et quelques anciens élèves de la classe média de l'an passé. Bon courage à vous. Merci beaucoup. Ça fait Merci. plaisir. Il y a aussi Anna de Juil. Y a-t-il une association de lutte contre l'homophobie à Valenciennes? Non, mais il y en a une à Maubeuge. Il y a aussi, dernière question, il y a Gabi Gab qui dit vous avez travaillé uniquement sur les sujets abordés ou également à l'aspect technique avec le visuel et les transitions, etc. Alors non, on a tout fait de A à Z. On a fait le reportage et tout. Et on a la régie derrière qui gère les lancements. Bah merci, c'est fini. C'était un plaisir. Je peux juste rajouter une question. Combien de temps vous avez mis pour travailler sur tout ça? À peu près un mois. Un mois et demi. Un gros mois? Ok, chapeau. C'était un plaisir de répondre à vos commentaires. Aujourd'hui, vos commentaires sont très positifs, mais ce n'est pas le cas de certains jeunes sur Internet qui sont jugés sur leur apparence ou sur leur corps. C'est parfois tellement douloureux qu'ils mettent en danger leur alimentation. C'est ce qu'on va voir dans le prochain reportage qui parle des TCA, ou pour ceux qui l'ignorent, des troubles du comportement alimentaire. En choisissant ce sujet, j'ai voulu aider les personnes souffrant de TCA à en parler à leur entourage ou à des professionnels. Pour cela, nous nous sommes rendus au centre médical Val-Santé à Anza et nous avons interrogé Marie, une psychologue, et Raphaël, une diététicienne nutritionniste. Je vous laisse regarder notre reportage pour connaître les différents types de TCA. Quel que soit le trouble alimentaire, il est une réponse à une souffrance psychologique. Il s'agit de se faire du mal à travers l'alimentation, sans réel plaisir de manger. Grâce à Marie et Raphaël, distinguons les différents troubles alimentaires dont on peut souffrir. L'anorexie, c'est le besoin de perdre du poids, de maigrir. Quand je me regarde dans le miroir, je me trouve toujours plus gros que ce que je ne suis. Donc on mange pas en cachette, on dit qu'on a mangé mais c'est pas vrai. On peut même parfois faire du sport presque en cachette pour dépenser encore plus de calories dans cet objectif de perte de poids qui ne s'arrête pas. C'est une pathologie comme le disait Marie et parfois le patient est justement dans cette contradiction en disant mais si j'aimerais bien manger tel aliment mais j'ai une peur immense de reprendre du poids ou en tout cas je veux reprendre du poids mais j'ai pas envie que mon corps change. Enfin, c'est très complexe. C'est très complexe ce qui se passe dans la tête de la personne. Des fois, on peut même voir ça un peu comme un petit diable et un petit ange sur chaque épaule et on ne sait même pas quoi faire au final. L'autre trouble alimentaire très important, voilà, qu'on a aussi beaucoup chez les jeunes, ça va être ce qu'on appelle la boulimie. C'est comme une addiction, c'est-à-dire que je vais manger et je vais aller me faire vomir. Mais l'idée, c'est pas de maigrir, c'est plutôt de ne pas prendre du poids. On a dans le trouble boulimique des grosses compulsions alimentaires, où là on va manger tout et n'importe quoi mélangé entrant. On est capable de manger du Nutella sur une frite, d'engloutir une quantité d'aliments
sans savoir si c'est bon, si ça va ensemble. Le risque aussi des vomissements, c'est qu'il y a des pertes de ce qu'on va appeler le potassium. On va amener de l'acidité au niveau dentaire, donc c'est aussi des gens qui vont avoir des gros risques dentaires. Ça peut occasionner beaucoup de troubles et aussi des troubles hormonaux parce que si on n'alimente pas correctement le corps, on a d'autres soucis, même de sommeil, etc. On a un troisième grand trouble alimentaire qui s'appelle l'hyperphagie. Donc l'hyperphagie, c'est le trouble alimentaire qui va conduire à l'obésité. Alors, il y a plusieurs manières de la vivre. Ça va être soit quelqu'un qui va aimer ou qui va beaucoup manger sur un repas, quelqu'un qui va prendre 2 assiettes, voilà, il aime bien, il se sent bien rempli, il est content. En tout cas, il a l'impression d'être content. Ou c'est quelqu'un qui va être dans le grignotage. Ça peut entraîner une sensation d'être un peu rempli, parfois de douleur. Le patient peut vouloir ressentir des douleurs ou à l'inverse un apaisement comme une anesthésie émotionnelle parce qu'on n'est pas à l'aise avec le ressenti de certaines émotions. Et, ce qu'on appelle l'orthorexie. Ortho, ça veut dire droit et rexie, c'est l'alimentation. C'est un peu le fait d'avoir une alimentation sans vague, sans truc de travers, une alimentation super saine, healthy, bref. Tout ce qu'on voit un peu sur les réseaux, pas trop de gras, pas trop de machin, pas trop de sucre, des trucs faits maison, pas de choses industrielles. Et des fois, on pourrait se dire « Oh, cette personne-là, elle prend soin de son alimentation, c'est super bien et tout », mais ça peut devenir un trouble. En fait, toute chose poussée à l'extrême pose problème, quoi, en fait. Et ça, l'orthorexie n'est pas définie complètement comme un trouble du comportement alimentaire, mais ça s'engage souvent vers de l'anorexie derrière. Donc il faut être prudent et se dire ok, c'est bien de faire attention à son alimentation, mais quand on a peur de manger une pizza industrielle ou qu'on refuse de le faire, c'est qu'il y a quand même un manque de flexibilité alimentaire. La bigorexie, c'est ce besoin permanent de faire de l'activité physique, aussi un moyen de gérer ses émotions par le sport, pour, comme on mangerait beaucoup ou comme on arrêterait de s'alimenter, pour gérer de l'émotionnel aussi. Mais voilà, la bigorexie, elle peut être dure à repérer. Mais voilà, certains sports où il y a pas mal de bigorexiques, c'est la musculation, les gens qui font des marathons ou des ultra-trails ou des choses comme ça. Voilà, tous ceux qui en font ne sont pas bigorexiques, mais c'est quelque chose où il faut faire attention. C'est bien de faire du sport, mais quand ça finit par prendre trop de place ou que on se prive de liens sociaux ou d'autres choses et que ça devient le premier truc, pareil, il faut que ça mette la puce à l'oreille. Et surtout, nous devons tous nous rappeler que tous les corps parfaits sur les réseaux sociaux ne sont pas forcément vrais. Ça me fait penser à un morceau de rap de Big Flo et Oli copier-coller qui dit elle met un filtre sur ses photos et même si c'est faux, elle aimerait que tout le monde y croit. Tu connais, non? Il n'y a pas que toi qui as les rêves en matière de rap. Cheryl, la spécialiste de la classe, va tester nos connaissances à tous. Place au quiz, élève contre invité. Nous avons Ilan, élève de 3e, ancien de la classe média, et Ismaïl, libraire. Libraire, ouais, c'est ça. Vous allez voir, ça sera simple, basique. Le quiz consiste à être le plus rapide et à appuyer pour gagner 2 points. Si vous ne trouvez pas, je vous proposerai plusieurs solutions, mais cela vous fera gagner un seul point. Et puis, petit bonus, si vous rappez le morceau, vous gagnerez 3 points. Bonne chance à vous. Je te préviens, je vais gagner. Ouais, je te crois. Nous avons un Nino dans le morceau Mon poteau. Aujourd'hui du caverne, je vous lis pas. Les cailloux qu'on a mangés la veille. C'est ça? Bonne réponse. Oh là 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 là, je suis... Ok, je me 2-0. concentre, vas-y, la deuxième. On va voir si vous connaissez bien Jules. Souvenez-vous du morceau La Faille qui dit je peux même plus faire les boutiques, faut que je m'en aille. Sous les tropiques. 4-0. Ayana Nakamura va chanter au JO, mais il y a quelques années, elle chantait plutôt Oh Nadia. Y a pas moyen de jeu. 6-0. J'aurais pu la trouver celle-là. Ah, je suis déçu, ouais. Un vieux tube que tout le monde connaît, c'est la boulette de James. Terminez ce refrain. Ouais, je déconne. Non, c'est pas l'école qui. On m'a dicté mes codes.
Ah, trop fort. Ouais. Voilà la 8-0. jeunesse. La jeunesse. James. On danse pas mal sur Yann, ce qui chante dans Clic Clic Fan Fan Fan. Je sais que le passé est passé, mais il y a qu'à toi. Je sais même pas de quoi tu Et parles. moyen d'avoir les propositions ou pas? S'il te plaît. Ouais, donne des propositions. Il y a Redis-moi quatre la propositions. phrase. Je sais que le passé c'est passé, Ouais, je sais que le passé est mais il y a passé. qu'à. Il y a qu'à manger. Non. Il y a qu'à. C'est qui l'auteur? J'ai pas entendu. Le chanteur? Yann. Ah, je sais même pas qui c'est. T'as des propos? Non, il y en a pas. C'était il y a 4 ans que je peux me confier. Il y a quoi? C'était il y a 4 ans que je peux me confier. C'est ce que. Il y a qu'à toi que je peux me confier. Ça marche? Oh Tu peux gagner un non. point? Non, ça compte pas. Hein. Oh, tu m'exploses depuis tout à l'heure, c'est pas grave. Attention, c'est bientôt la fin du quiz. Faites monter le score en terminant la phrase de Jaja et Dinaz dans son Aïcha. Elle est gentille, sensible. Je fais pas le vol avec elle, je grandis. Et dès le premier regard, je l'ai ressenti. A. Je vais faire toi marrer, je t'ai pas menti. B. T'es la plus belle, je te l'ai déjà dit. Au hasard, B. La réponse. Ah! Oh, La réponse D. il avait raison. Ouais, bravo. 9-0. Dernière question, PNL rap dans Deux frères. Ah, PNL, je connais. Vas-y. Vas-y, J'ai vas-y. aimé mon frère plus que ma vie, comme me l'a appris. Mon père. Oh, là, c'est 11-0. manque de réflexe. On n'est pas obligé de répéter le score. T'as gagné. J'ai gagné. Voilà, on le sait, c'est tout. Bravo à vous, sacrée performance, et merci d'avoir participé. Bravo à toi, Ilan. Bravo. Franchement, bravo. Merci, merci. Et bravo à toi, Ismaël. Merci. Sans transition, la suite de nos reportages. Bonjour à tous, mon équipe et moi, nous nous sommes rendus à Bailleul, dans un commerce qui s'appelle Reptile Shop, pour comprendre pourquoi certains reptiles sont acceptés en Belgique mais pas en France. Vous allez écouter Stéphane, responsable de ce magasin, qui va vous rappeler les lois qui encadrent les reptiles. À 30 minutes de Lille, à Bailleul, nous voilà à Reptile Shop où nous attend son fondateur pour nous éclairer un peu plus sur le sujet. Ici, vous êtes à Reptile Shop, à notre boutique qui a à peu près 3 ans maintenant. Et on a également à 10 minutes d'ici un centre d'élevage qui a 25 ans cette année. Les reptiles sont souvent classés comme des nouveaux animaux de compagnie, mais en réalité, leur compagnie n'est pas aussi récente que l'on peut l'imaginer. Ça fait plus de 30 ans que je fais des reptiles et ça fait plus de 25 ans que ce terme existe et est utilisé. Est-ce qu'on peut encore dire que c'est une mode aujourd'hui? Je ne pense pas. Je pense que c'est quelque chose qui est ancré dans la vie quotidienne de beaucoup de Français. La loi française protège et encadre la détention des reptiles pour limiter les abus. Les animaux et les animaux exotiques sont régis par plein de lois. Notamment, il y a le certificat de capacité qui existe. Donc, c'est des animaux qui sont catégorisés, qu'on ne peut pas avoir. D'ailleurs, dans cette boutique, il y a plein d'espèces que je ne peux pas proposer parce qu'il faut un certificat de capacité dès le premier individu. Et donc, ce n'est pas en vente libre pour le public. Par contre, dans notre structure d'élevage, on a des autorisations différentes où là, on peut avoir des espèces protégées ou qui sont dans ces certificats de capacité. Et là, par contre, la personne doit nous montrer ses autorisations avant de pouvoir en faire l'acquisition. Mais la Belgique alors, c'est vraiment une plaque tournante de trafic de reptiles? Alors on est en Europe et évidemment chaque pays a ses propres lois, elles peuvent être plus strictes ou plus permissives. Effectivement, avec nos amis belges, les lois ne sont pas les mêmes. Donc il y a des espèces, on parlait tout à l'heure de détention. Par exemple, toute la faune française est interdite en détention en France. La Guyane, par exemple, étant une colonie française, eh ben, les animaux présents en Guyane ne peuvent pas être maintenus sans autorisation particulière par des Français. Par contre, quand on est belge, on a le droit d'avoir ces animaux et donc de les vendre. C'est pour ça que il y a des Français qui vont en Belgique pour chercher des animaux qu'ils ne pourraient pas avoir en France sans avoir ce fameux certificat de capacité. C'est-à-dire que la vente est légale en Belgique. Une fois passée la frontière, elle ne l'est plus pour la France. Et pareil, il y a des Belges qui viennent chez nous chercher des animaux,
qu'ils n'ont pas le droit en Belgique. Alors techniquement, oui, on va appeler ça du trafic parce que c'est illégal de l'avoir en France si on n'a pas les autorisations. Après, ça peut se discuter d'un point de vue éthique parce que les animaux sont nés en captivité pour la plupart, ils sont vendus avec des papiers, on n'a pas été les prélever dans la nature, les faire voyager dans des conditions pas possibles pour les ramener en France. Là, on est vraiment sur du trafic, comme on pourrait l'entendre, des braconniers qui vont vraiment abîmer la nature et blesser les animaux. Là, ce n'est pas le cas, c'est juste une question de législation entre nous, pays européens. Mais techniquement, oui, c'est du trafic. Nous, les jeunes, nous devons veiller à la protection des animaux et d'avoir l'accord de nos parents ou d'un adulte avant d'acheter un reptile. Bravo à l'équipe qui a tourné ce reportage et surtout à Inaya. Je n'aurais pas supporté qu'un serpent ondule mes cheveux. Tu n'as pas été trop impressionné, toi, Aladdin? Si, je n'aurais pas laissé un serpent grimper dans mes cheveux. Axel, toi tu ne viens pas de parler d'animaux, mais plutôt de monstres. Effectivement, Effectivement, Nassim. Salut à tous les casaniers qui préfèrent les jeux vidéo à une sortie en trottinette électrique. Je vais vous présenter Monster Hunter Story. Et pourquoi celui-là? Car c'est un jeu à monde ouvert qui sort aujourd'hui même. Je vais vous en dire un peu plus. Quel est le but de ce jeu? Devenir le meilleur hunter, c'est-à-dire chasseur de toute entité existante. C'est en tuant ou en capturant des monstres qu'on va pouvoir gravir les niveaux et ainsi avoir de meilleures statistiques. Pour finir le jeu, vous devrez explorer la carte le plus possible et obtenir les meilleurs monstres. La durée du jeu est quasi infinie parce que vous partirez longtemps en exploration afin de trouver des ressources qui vous serviront à augmenter le niveau de vos monstres ou de vos personnages. Il faut savoir que Monster Hunter Story est un remake. La bande-annonce m'a bluffé au niveau des graphismes. On y voit qu'on pourra chevaucher les monstres pour y faire des combats contre d'autres monstres. Monster Hunter Story est sans doute un jeu qui en amusera plus tard. C'est un jeu auquel tout le monde peut y jouer car il n'y a aucune limite d'âge. Il sera disponible sur Switch, Xbox et PlayStation. Bref, sûrement le jeu de cet été. Ismaël, as-tu des livres à nous conseiller pour passer l'été? Oui, là, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Il y a un manga qui est un classique qui s'appelle Hunter x Hunter. Et ça me fait penser aux jeux vidéo et ça me fait penser au pitch dont tu as parlé, parce que c'est des hunters, c'est des gens qui chassent. Alors, des conseils de livres, je vous en ai ramené plein, j'ai toujours du mal à choisir. J'ai décidé de vous parler des livres de la sélection Abracadabra. À la librairie, on a une sélection spéciale sur le sujet de la visibilisation de toutes et de tous. Le premier que je vous présente, c'est le premier Dumas. C'est Alexandre Dumas, celui qui est un auteur très célèbre. On ne sait pas tous, mais c'était un métis et son papa était un des premiers personnages de couleur qui a eu un haut grade dans l'armée. Et son papa a eu une vie incroyable. Il était esclave, il a été affranchi, il y a eu 10 000 vies. Et donc, dans cette bande dessinée qui est listée chez Glénat, qui est en 2 tomes, là, je vous ai juste ramené le premier, c'est vraiment très très bien. Et je conseille à tout le monde pour cet été. Vous avez parlé tout à l'heure de l'homophobie. Je vous conseille ce manga qui s'appelle Le mari de mon frère, où on parle de ce sujet-là. Donc c'est un Japonais qui est parti vivre aux États-Unis, qui s'est marié parce qu'il y avait du mal à se faire accepter par rapport à ça, et qui est décédé. C'est son mari qui vient au Japon pour découvrir un petit peu la famille de son ex-mari, et on va par un très beau dessin et quelque chose de très très doux. On va parler un peu des préjugés, comment les dépasser. Donc c'est un très bon roman. Il est dans la sélection Abracadabra. Et celui-ci, je peux pas passer sans vous parler des prix. On a eu le prix Abracadabra, il y en a eu 2 en catégorie jeunesse et en catégorie bande dessinée. Et on a Enterré la lune, qui est un livre en vers libre. Vous savez ce que c'est, les vers libres? Non. En fait, faut pas forcément qu'il y ait une rime, en fait. C'est assez simple. Il est très très beau. Alors, je sais pas, j'ai du mal à tenir le truc en même temps, mais pour vous montrer, il y a des illustrations dedans. Je sais pas si ça se voit, mais c'est très très joli. Et c'est une histoire d'une jeune fille. On est en Inde, et en fait, ce qui se passe dans son village, c'est qu'il n'y a pas de toilette. Et donc le titre s'appelle Enterrer la lune, parce qu'en fait, pour aller aux toilettes, comme elle est pudique, elle y va que pendant la nuit. Et quand il y a la pleine lune, eh ben, elle n'ose pas y aller. Donc du coup, c'est comment elle va se révolter un peu par rapport à ça. Il y a des hommes politiques qui passent et qui disent tout va bien. Et tout le monde dit oui, oui, tout va bien. Elle dit non, ça va pas. Moi, je peux pas aller aux toilettes. J'en ai marre. Il faut que ça change, quoi. Et donc c'est comment on peut faire quelque chose à son échelle pour changer les choses. Donc ce roman-là
est très très bien. Et le dernier, le prix qu'il y a eu pour la bande dessinée, c'est Song, qui est édité chez Ankama, qui a un très beau récit d'une mère et c'est un dialogue entre une mère et une fille. Elle va découvrir la vie de sa maman qui a vécu au Vietnam. Et c'est des personnages qu'on voit pas souvent. Là, c'est des personnes, c'est le point de vue de Vietnamiens. Et c'est passionnant. Et voilà. Et après, j'en ai plein d'autres, mais je m'arrête parce que il faut vous laisser. Et est-ce qu'on peut être libraire et aimer les jeux vidéo? Bien sûr, oui. Alors, je suis très mauvais en jeux vidéo, mais j'ai plein de confrères qui jouent et qui lisent. Il n'y a aucun problème. Hunter x Hunter, c'est un livre, un manga qui parle du jeu vidéo. Et non, non, bien sûr, c'est pas incompatible. Trévis, est-ce qu'il y a des personnes dans le chat qui sont impatientes de découvrir ce jeu? Ou d'autres commentaires peut-être? Oui, il y a des commentaires. Il y a Mam Poupoun qui dit très beau montage. Bah merci, ça fait plaisir. On a Alexandre Milan qui dit bien joué Axel. T'as des supporters. On a aussi Gabi Gab qui dit grosse pensée à Axel qui travaille dans l'ombre de ce live, qui est un ancien camarade de l'université de Lille. Ouais, je sais pas. On a Madame de Belfine qui dit Ilan, j'espère que tu connais aussi bien tes dates d'histoire. Mais il est parti. Il y a des messages qui se passent là, j'ai l'impression. On a aussi Anonymous Zea qui dit pourquoi avez-vous choisi ce sujet à propos des TCA? Et ben, en fait, c'était un sujet qui touche beaucoup de personnes. Et en fait, il n'y a pas beaucoup de monde qui en parle. Et du coup, c'est pour ça qu'on a osé en parler. Et on a deux questions pour toi, Ismaël. Pourquoi t'es-tu installé à Roubaix? Parce que je suis né à Roubaix et je tenais à ouvrir quelque chose là-bas. C'est une ville que j'adore. C'est la meilleure ville du monde, en toute objectivité. Et non, mais plus sérieusement, j'y suis né. Et deux, c'est une ville hyper dynamique, hyper jeune. Au niveau de la création, c'est foisonnant. Il s'y passe toujours quelque chose. Il y a le musée de la piscine, il y a la condition publique, il y a le non-lieu. Enfin, il y a plein de lieux hyper cool. Donc, du coup, on voulait être là parce qu'une librairie, c'est un lieu culturel. Donc, c'est bien d'avoir un écosystème. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est mis là. Et une autre question pour toi qui est quel est votre chanteur préféré, chanteuse ou chanteur préféré? Je vais pas. C'est comme le livre, c'est difficile de choisir. Je suis un grand fan de compas, c'est du zouk haïtien, mais je vais tous vous perdre si je vous parle de chanteurs haïtiens. Mais qu'est-ce que. Alors, je sais pas, je saurais pas te dire un chanteur vraiment préféré parce que je suis assez éclectique. Ça dépend des heures aussi. Ça dépend des heures et d'humeur. La musique, je sais pas vous, mais moi, ça joue sur mon énergie, quoi. Donc, si j'ai envie de me réveiller, je vais écouter certaines choses. J'écoute beaucoup de rap, mais ça s'est pas vu tout à l'heure. Mais franchement, j'écoute un peu tout. Je ne saurais pas te dire un chanteur préféré. J'y réfléchis, si je trouve une réponse, je te dis tout à l'heure. Ok, merci. Mais c'est tout pour aujourd'hui, merci. Pendant les vacances, est-ce qu'on reste à la maison pour jouer aux jeux vidéo ou est-ce qu'on part en voyage? Fawzi, notre camarade, a eu la chance de partir tous les ans en vacances au Maroc. Alors il a voulu montrer à tout le monde, même à n'importe quel Français, que c'était une expérience dingue à vivre, un voyage à réaliser une fois dans sa vie. C'est pourquoi nous sommes allés interroger avec mon équipe, Rita, jeune femme franco-marocaine, qui passe la plupart de ses vacances là-bas, car elle adore le soleil du Maroc et sa gastronomie. La plupart du temps ici en France, elle est loin de sa famille et elle est donc très heureuse de la retrouver pendant ses vacances d'été. Écoutez-la et laissez-vous convaincre d'acheter un billet d'avion pour le Maroc. Comme près de 5 millions de voyageurs français, prenons la direction du Maroc, qui se situe à seulement 3 heures de vol depuis l'aéroport de Charleroi. Le Maroc est une destination adorée par de nombreux Français. C'est le cas de Rita, jeune femme franco-marocaine qui passe la plupart de ses vacances là-bas chaque année. Elle nous a fait part de ses voyages et de son attachement pour cette région du monde qu'elle aime plus que tout. Quand on arrive, c'est la grande nouvelle pour tout le monde. Donc au bout d'une heure, tout le monde est là, toute la famille sait qu'on est arrivé enfin dans la maison familiale. C'est cette même maison où on avait un petit chien quand on était petit. Donc avec tous mes cousins, on avait trouvé un chien dans la rue. Et notre âme d'enfant nous a fait le ramener à la maison. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ta grand-mère, ce que tu fais avec elle au Maroc? À l'époque, quand elle était encore en pleine forme, on allait beaucoup au marché. On l'appelle le marché du mercredi. C'était le marché qui était en bas de notre quartier. C'est grâce à elle aussi que j'ai appris à négocier et que j'ai fait du commerce parce qu'elle négociait tout.
tout, même les fruits et les légumes, elle les négociait. Et elle m'apprenait un petit peu comment, quels fruits, quels légumes prendre pour faire tel et tel plat. J'ai vraiment appris plein de choses grâce à elle. J'ai même appris une autre langue, ça s'appelle le berbère. Donc c'est un autre dialecte qui est présent au Maroc. C'est grâce à ces 2 mois passés chaque été au Maroc que je parle maintenant couramment le dialecte marocain. Ok. Et aujourd'hui, comment ça se passe quand tu vas la voir? Alors, maintenant, je lui fais énormément de surprises. J'arrive à l'aéroport, je loue ma petite voiture et je frappe à sa porte directement. Bon, il y a toujours des larmes, elle pleure tout le temps parce qu'elle est super contente de me revoir. Je suis très proche d'elle. On discute pendant des heures autour d'un verre de thé. Elle me reparle de ma jeunesse, etc. On discute énormément et puis j'ai pris en maturité aussi, donc on a beaucoup de sujets de conversation. Et je pense que c'est pour ça aussi que je retourne très souvent là-bas. C'est parce que j'ai toujours ce manque de ma famille. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas marocain ou qui n'a pas de famille là-bas, il pourrait repartir aussi conquis que toi? Alors, c'est une très bonne question. Il faut savoir qu'au Maroc, il y a beaucoup d'expatriés, donc il y a beaucoup de Français. Le Maroc est réputé pour son hospitalité. On dit que l'hospitalité marocaine est l'une des meilleures hospitalités au monde. Et quand je vois les touristes au Maroc, je sais qu'ils sont conquis et qu'ils peuvent ressentir la même chose que moi. Il y a les bateaux, donc tu peux louer un bateau. Quand je te parlais d'activité nautique, tu peux faire aussi la location de bateaux. Est-ce que tu aimerais vivre au Maroc? Mon plus grand rêve, ça serait d'ouvrir une société là-bas ou travailler avec une société d'importation et d'exportation. Et vraiment m'installer, avoir mon petit travail, me lever le matin, prendre mon petit déjeuner avec un beau rayon de soleil, ce serait vraiment le rêve de ma vie. Super reportage. Et toi, Ismaël, tes prochaines vacances? C'est une des petites vacances parce que je suis entrepreneur. On va ce week-end à Strasbourg aux rencontres nationales de la librairie. On va dire que c'est des petites vacances. En tout cas, on va pouvoir passer un super été avec toutes ces sélections de livres que tu nous as conseillées. Merci Ismaël et merci de te déplacer. De rien, un plaisir. Notre live se termine. Nous espérons que vous avez passé un aussi bon moment que nous. On vous remercie de nous avoir suivis. Merci à la technique et merci à tous nos camarades. À la À la prochaine. prochaine. Merci.